Je suis ravie, merci Monsieur Kieffer d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Au Congrès international de naturopathie. Une journée historique. Oui, c'est ça, on en parlait un petit peu. Finalement, c'est un événement déjà qui réunit des naturopathes du monde entier, ce qui est totalement exceptionnel. On l'a rêvé, ça s'est fait. Au Congrès 2013, j'avais semé une graine en parlant de l'idée d'une confédération. Et les choses ont poussé, et là on est à deux doigts de s'engager, 30-40 pays. C'est véritablement historique. Et ça s'est fait hier, le jour de l'indépendance en plus. Des États-Unis. Quand même. Alors j'imagine qu'en plus c'est très enrichissant de côtoyer des naturopathes du monde entier. Oui, c'est enrichissant et c'est rassurant de voir qu'on n'est pas seul, qu'on a une philosophie commune, qu'on a plein d'espoir en commun, plein de compétences, et que même en respectant nos différences qui sont souvent celles de, on va dire, de couleur, un peu d'ajustement à la culture, d'ajustement au contexte historique ou à la législation. Il faut faire table rase de tout ce qui nous sépare et rassembler tout ce qui nous unit. Ça, c'est vraiment le message pour les 2 ans à venir. Là, on s'est donné 2 ans à peu près pour construire cette union mondiale. Bon, en tout cas, je me permets de vous féliciter déjà de la part de tous les journalistes de notre groupe de presse Santé Port-Royal, parce qu'on sait que vous œuvrez beaucoup afin de faire reconnaître la naturopathie en France. On en est proche là. Oui. On en est très proche. Oui, oui. Mais la France résistera, j'imagine, encore assez longtemps. On a beau être cerné par quasiment 10-12 pays maintenant en Europe où les choses sont beaucoup plus ouvertes ou encadrées. Bon, on sait qu'il y a des intérêts financiers importants, qu'il y a des intérêts de prestige aussi, de pouvoir, d'orgueil, de compétition, d'amalgame avec les processus sectaires. Bon, ça fait partie de l'histoire. Bon, faut être patient, déterminé. On y croit. Et puis passionné. Hein, bien sûr, on marche à la passion. Alors sinon, je serais à la retraite déjà. Alors, ouais. Alors Daniel, aujourd'hui, vous allez me donner quelques conseils, parce que vous avez écrit un superbe livre. Alors, on va peut-être pas parler de vieillissement, on va parler de prendre de l'âge. C'est vrai qu'on dit avancer en âge aujourd'hui. Voilà. Avancer en âge. Vieillir, ça devient un mot un peu tabou. Hein. On avance en âge le mieux possible, c'est vrai. Des conseils, des clés pour que ça se passe le mieux possible. Ah. Je dirais que ça commence par se connaître, par un vrai bilan de ce qu'on est vraiment. Parce qu'il y a un facteur génétique qui est incomparable, qui est incontournable, et qui fait que même avec une bonne hygiène de vie, si on a une hérédité déplorable, bon, l'aspect génétique est là. Est-ce que c'est une fatalité quand même? Non. Non, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'épigénétique, donc tout ce qui est autour de la génétique, tout ce qui est environnemental, y compris l'environnement au sens écologique, mais également au sens psychologique, est déterminant dans l'activation du génome. Ça veut dire que l'ADN, c'est un programme, mais qui n'est pas forcément actualisé, qui n'est pas forcément engagé. Il est engagé par telle ou telle surcharge de métaux lourds, d'hormones qui nous intoxiquent de partout sur la planète, hein, de xénobiotiques et de stress. Une acidose aussi, on sait que l'acidité c'est un peu le mal du siècle. Oui, c'est d'autant plus le mal du siècle que c'est la lecture, on va dire, naturopathique et biologique du terrain inflammatoire. Et aujourd'hui, on est quasiment certain que toute la pathologie est une activation ou une amplification ou une dégénérescence du terrain inflammatoire, en passant par le cardiovasculaire, en passant par le cancer, en passant par la psychiatrie également, l'Alzheimer, le neurodégénératif, et pas seulement, comme le croyaient les anciens, où ils mettaient la relation entre l'acidose et par exemple le rhumatisme, l'arthritisme. Ça, c'est des évidences trop simples. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que derrière cette acidité, il y a véritablement la face cachée de toutes les pathologies. Alors pour bien vieillir, quelle est peut-être la première chose auquel il faut penser? La première, dans ma conscience, c'est là que ça se passe. C'est dans le sens de la vie. Voilà, le sens de la vie. Qu'est-ce que je me dis le matin quand je me réveille? Est-ce que c'est une journée de faillite, de loser, de stress, d'épuisement, d'échec, de chômage, de conflit, de frustration, de culpabilité? On les connaît, les mots qui tuent. Ou est-ce que je me réveille avec la joie au cœur, la passion, l'optimisme, même si je n'ai pas un sou? Est-ce que ma journée va se tourner autour de mon nombril ou autour des autres? Est-ce que je vais me sentir utile ce soir, pour moi et pour les autres? Est-ce que je vais être meilleur pour moi et pour les autres?
Si je démarre la journée dans cette conscience-là, je suis absolument certain que je vieillis moins vite et que des processus de régénérescence se mettent en place. On peut véritablement rajeunir à partir d'une prise de conscience, à partir d'une vie intérieure plus riche et plus épanouie. C'est certain, c'est certain. Parfois on parle de capacité au bonheur, est-ce que finalement c'est ça? Oui, c'est ça. À l'optimisme, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais bien sûr. Je me dis tout le temps, ce qui compte, c'est la manière dont on se place vis-à-vis des choses. Parce qu'évidemment, la vie va nous amener des choses compliquées à surmonter. Et heureusement. Parce que le stress est le moteur de la vie, le moteur du changement et le moteur de l'évolution. On s'aperçoit en biologie comme en psychologie qu'un système qui n'est pas stressé, il a tendance à aller plus vite vers l'entropie, vers la mort, vers la sclérose. Alors qu'un système qui est stressé, stimulé, en danger quelque part, il est forcé de s'adapter, donc d'inventer des systèmes nouveaux, d'être créatif. Et le stress dans ce cadre-là, il est évident qu'on ne va jamais le gommer. On ne va pas gommer la pollution. On n'a pas le pouvoir non plus de changer de patron, de famille, de contexte politique ou social comme ça. Par contre, quel est le mode d'emploi de ma vie par rapport à ce stress? Comment je vais rebondir? Est-ce que c'est mon partenaire ou est-ce que c'est mon ennemi? Si c'est mon partenaire, il me pousse à devenir génial. Un peu plus tous les jours, plus créatif. Et loin de m'épuiser, ça me régénère quelque part. J'ai vraiment le sentiment que l'avancée en âge, c'est ça. On voit de très beaux vieillards de 70, 80, 100 ans qui ont gardé cette passion au cœur, qui sont amoureux de la vie, qui sont curieux. Rester curieux, c'est aussi avoir envie de lire, de s'instruire, de mieux se connaître, qui restent dans la joie des choses simples, dans l'humilité. Et puis qui ont ce petit supplément d'armes, comme on dit, qui fait que la peur de la mort n'est pas là non plus. Parce que si tout tourne autour de cela, si tout tourne autour de cette peur de la mort, je vais me saouler, je vais me droguer du matin au soir dans 1001 activités pour oublier que je suis périssable. Ouais, puis finalement, on se demande toujours s'il y a une vie après la mort, mais on ne se demande pas s'il y a une vie avant la mort. Et il y a des gens qui oublient de vivre. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Et quand on est convaincu que les deux existent, c'est l'idéal. Exactement. Donc donner du sens à sa vie, ça c'est vraiment très important. Et le partager. Et vous, en naturopathie, finalement, vous rendez les gens responsables de ce qui se passe dans leur vie. Donc là, cette capacité au bonheur dont on parlait, le fait de s'entourer aussi de gens positifs, on peut faire le tri à un moment dans sa vie. On peut peut-être pas changer de patron, mais on peut changer de boulot à ce moment-là. Bien sûr. Voilà, il y a quand même des choix et des décisions qui font qu'à un moment, on est heureux, évidemment, la santé va avec. Bien sûr. C'est le plus difficile à vendre, la responsabilité. Surtout dans une société où l'assistanat est partout, depuis l'enfance. On n'a pas vraiment appris à être adulte. Pour moi, la définition de l'adulte, c'est un être libre, responsable, créatif et de plus en plus conscient. Mais être conscient, ça a des conséquences terribles. C'est que plus on est conscient de ce qu'on est, de la vie, et ça de la biologie jusqu'à la spiritualité, plus on se sent partenaire des autres et partenaire de l'environnement et de tout le cosmos. Et une goutte d'eau dans l'océan, c'est pas grand-chose. Mais l'océan n'est plus le même après avoir reçu une goutte d'eau. Ça veut dire que si je responsabilise les clients dans ma relation d'aide, je les amène vers cet adulte. Et ça, c'est pas le plus facile à faire passer. Il faut y aller avec prudence, avec pédagogie, avec patience, par étapes. Si on demande déjà des efforts sur tel ou tel réglage alimentaire, par exemple, faire le deuil de quelques produits sucrés ou alcooliques, etc., il faut compenser dans une autre main. La nature a horreur du vide. On ne peut pas amener une frustration, bien évidemment, heureusement. Donc, on va travailler plutôt sur la qualité que sur la quantité. On va échanger un glucide contre un autre, par exemple, une protéine contre une autre. Et puis, on a aussi l'avantage dans nos techniques naturopathiques d'être porteur d'un bien-être quasi immédiat dans le massage, dans la relaxation, dans la respiration, dans les bains, dans les huiles essentielles, des choses qui ne demandent pas d'effort, mais qui vont quelque part permettre de rassurer le client, de le conforter, de le porter un peu. Je ne veux pas dire prendre en charge, parce que c'est un terme qui est vraiment réservé à la médecine. Prendre en charge, c'est à l'opposition de ce qu'on veut faire en plus. On va vers une autonomie. Mais
ça c'est le métier aussi, quoi. Quand on sort des écoles, moi j'ai dû consulter en 76 la première fois, c'était quand même pas hier, et je sortais la tête pleine d'idéal scolaire en voulant tout changer tout de suite, quoi. Et je passais 3 heures en consultation avec mes clients, je faisais du domicile, j'allais chez eux avec ma 4L vert pomme, et je passais 3 heures en leur donnant tout, quoi. Le réglage alimentaire, ils avaient en plus un massage, une relaxation, et je demandais 50 francs à l'époque. Bon, les choses ont bougé, Ouais. heureusement, hein, heureusement. Mais j'ai compris surtout qu'on ne peut pas tout faire en une séance. Et si déjà on touche un petit peu à l'alimentation, c'est bien. On demandera d'autres efforts après, du côté de l'activité physique, du côté de l'hydrothérapie, peut-être de l'intestin, peut-être de la psycho. Mais cette relation, elle est d'abord basée sur l'empathie, elle est basée sur un transfert positif. S'il n'y a pas cette confiance et s'il n'y a pas cette relation d'aide qui s'installe dans la bienveillance, on va être des manipulateurs de pouvoir, vous voyez, comme certains médecins le font. À faire jeûner les gens, par exemple, d'une façon excessive, à les amener à des régimes de misère extrêmement ascétiques, sans compensation psychologique derrière. Et ça, c'est pas du tout une belle image pour la naturopathie. Non. Pas du tout. D'ailleurs, moi souvent je les appelle les ayatollahs de la naturopathie, ceux-là. Il y en a encore. Il y en a. On les voit, on les croise. On ne les citera pas. En tout cas, finalement, pour conclure, hein, je vous laisserai le mot de la fin, mais je trouve qu'à dose homéopathique, on est tous à même de faire changer le monde. Oui, c'est clair. Voilà, déjà en incarnant ce qu'on a envie de voir évoluer autour de soi. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est typique du changement culturel, social et donc spirituel que vit notre planète aujourd'hui, quoi. On est depuis pas longtemps les 2 pieds dans l'ère du Verseau, comme on dit, c'est pas rien, c'est aussi une réalité astronomique. Et dans ce changement, et pour faire le lien avec ce congrès, j'ai vraiment l'impression qu'on a appris pendant 2000 ans à dire « je », c'était important, il fallait sortir du troupeau, il fallait apprendre à poser ses marques en termes d'individus, et on marchait beaucoup sur l'affect, sur l'émotion, dans le sacrifice, dans l'individualisme. Et aujourd'hui, les nouvelles valeurs nous apprennent à dire « nous ». Dès qu'on commence à dire « nous », on se spiritualise. Dès qu'on commence à dire « nous », on devient meilleur. Dire « nous », c'est penser collectif. Et si je dis « nous », l'unité qui nous rapproche là, c'est pas seulement le fait de se regarder dans les yeux, de respirer le même air et de partager des idéaux, c'est que nous sommes de la même essence. Et que si j'évolue pour moi, c'est bon pour vous, c'est bon pour l'autre, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les générations à venir et il n'y a pas plus important. Bon, superbe conclusion en tout cas. Alors Daniel, on peut se rendre sur le site www.senato.fr. Avec grand plaisir. Merci infiniment Merci. pour votre lumière, pour votre présence. Merci beaucoup. Daniel. Merci. À bientôt. À bientôt.